Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de mars 2022. Bon alors si vous avez suivi le book haul, vous savez que j'ai moins lu pendant le mois de mars. Le mois de mars a été un petit peu compliqué niveau lecture parce que j'étais très centrée sur l'écriture et que je voulais vraiment avancer dans mes projets. Et aussi parce que j'ai voulu lire, et je le dis juste là, je n'en reparlerai pas dans la vidéo, j'ai voulu lire Le complot des Mataraises de Robert Ludlum et j'ai pas du tout accroché, mais je suis restée dessus une semaine, ce qui m'a beaucoup ralenti et ce qui m'a presque fait avoir une panne de lecture. Donc je me suis remotivée sur la fin du mois et ça va beaucoup mieux début avril, mais on va dire que le mois de mars n'a pas été si glorieux que ça. Mais j'ai quand même d'excellentes lectures à vous présenter et on va regarder ça tout de suite. Premier livre dont j'ai à vous parler pour le mois de mars, il s'agit de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, donc le tome 1 qui est la vie cachée de Jésus, que j'ai écouté en podcast. Je ne sais toujours pas qui est la narratrice, mais c'est un vrai plaisir de l'écouter. C'est pareil pour le tome 2, c'est un vrai plaisir. Il y a très peu d'hésitation, donc c'est vraiment très chouette. Le tome 1 se concentrait vraiment sur la vie cachée de Jésus, donc jusqu'à ce qu'il parte en mission. Donc on découvre des éléments comme la mort de Joseph, la naissance de Marie. Je vous lis ça en vrac, mais voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font voilà, on découvre de manière très douce, de manière très apaisante en fait la vie cachée de Jésus et de Marie, du coup jusqu'à son départ en mission. Et le tome 2 aborde vraiment le départ en mission, la vie publique de Jésus qui commence avec la découverte des apôtres. Et, euh, et voilà, donc on a des enseignements qui sont aussi apportés par Jésus en plus des visions. Et du coup, ça fait extrêmement bien à l'âme d'écouter tout ça. En tout cas, pour moi, c'est mon cas. De découvrir un peu plus. Ça remplace pas du tout la méditation, la Bible, parce que la Bible, c'est encore autre chose. Mais pour visualiser vraiment et pour se nourrir, je trouve que c'est exceptionnel aussi. Donc, je peux que vous conseiller, si vous voulez découvrir un petit peu plus comment était la vie de Jésus, du coup, à l'époque. Autre registre ensuite, puisque je me suis plongée dans L'Attrape-Malheur, tome 2, des forêts aux foreuses de Fabrice Adjadj, aux éditions La Joie de lire. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais aimé cette ambiance un peu de conte, de philosophie. En fait, c'est du Fabrice Adjadj en version jeunesse, avec des messages qui vont... Enfin, c'est vraiment les contes, vous savez, où on peut interpréter, tirer des messages, tirer des leçons. Et enfin, franchement, j'ai l'impression que chaque paragraphe, en fait, est plein de poésie, de philosophie. Et c'est génial, parce qu'en plus de ça, l'histoire est hyper prenante. Et je vais vous montrer. On a droit à des illustrations dedans qui sont juste géniales et qui, en plus, enrichissent le récit. Enfin, toute cette histoire est géniale et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer. J'attends le troisième tome avec impatience parce que cette série est vraiment hyper intéressante, originale, philosophique, poétique et en cela encore hyper accessible avec des personnages au caractère travaillé. Enfin, on est entre le conte et le récit d'aventure, donc c'est vraiment trop génial. Je peux que vous conseiller parce que c'est atypique et vraiment, enfin, c'est une très très chouette surprise et de découvrir Fabrice Adjadj dans ce registre, c'est top. J'ai aussi lu ensuite le 15e tome de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto aux éditions Nomidomi et je continue, j'ai envie de vous dire à chaque fois c'est un plaisir renouvelé. J'aime lire Quand Takagi me taquine, je trouve que c'est léger, ça se lit vite et ben voilà, on arrive vraiment dans ce côté de plus en plus tendre et en même temps on reste dans ce petit côté malicieux des adolescents qui se font des farces. Donc voilà, ça, je vais pas dire qu'on est sur une petite route tranquille, mais c'est vraiment à chaque fois qu'un nouveau tome arrive, je prends plaisir à le découvrir et je crois que quand la série sera terminée, je prendrai plaisir à la relire tout entière juste pour le plaisir parce que c'est vraiment ça. Ce sont des petits mangas doudous qui font du bien. Ensuite, lecture numérique, j'ai lu Hot Chocolate Makes Everything Better de Jupiter Phaeton, donc c'est le tome 1. Donc c'est le tome 1 de Define Zone même. Euh, donc en français, ça donne le chocolat rend tout meilleur. Donc c'est un livre français avec un titre en anglais. Si vous me suivez depuis un petit moment sur la chaîne, vous savez peut-être que j'ai essayé de lire en fait quelques romans de cet auteur, de l'imaginaire, de la romance contemporaine, et que ça l'a pas vraiment fait. Il me manquait quelque chose à chaque fois, il y a quelque chose qui me dérangeait. Et j'ai voulu, voilà, on dit jamais 203, j'ai voulu tester une dernière fois, et je suis très frustrée parce que cette fois-ci j'aurais voulu lire le 2, et qu'il n'est pas sorti. Ça c'est affreux. Alors qu'effectivement, dans les remerciements, il était promis pour quelques mois après la sortie du tome 1, et je ne l'ai pas trouvé. En fait, que je suis une quiche et que je ne sais pas rechercher, mais du coup, voilà, j'aurais bien voulu lire le tome 2 parce que je trouvais ça intéressant qu'il y ait cette notion en fait d'autobiographie dans le récit, et puis parce que voilà, je me suis laissée porter
J'ai encore eu l'impression de retrouver des personnages qui étaient similaires en fait à ce que j'avais pu croiser dans Archibald Sky ou C'est Noël à New York, il me semble que c'est ça. Ce que je trouve un petit peu dommage parce que je trouve ça répétitif et redondant du coup. Mais au-delà de ça, bah, si j'ai eu envie de lire le tome 2, c'est que ça a quand même pas trop mal croché. Et puis je voulais voir l'évolution du personnage principal, parce que c'était pour moi la vraie richesse en fait de ce roman, c'est que oui, il y a un côté autobiographique, mais du coup, je voulais voir comment ça se passait du point A jusqu'au point B. Et comme c'était censé être en 2 tomes, bah, voilà, ça se lit très facilement. Et je me suis dit pourquoi pas. Donc je suis un peu frustrée parce que pour une fois, j'aurais voulu lire le tome 2 et que je ne le trouve pas. Ceci dit, je pense que je ne vais pas dire que j'ai fait le tour des romans de Jupiter Phaéton, mais en tout cas, pour l'instant, je suis... Voilà, ça m'a presque réconciliée, mais je suis pas sûre que je lirai d'autres bouquins, puisque j'ai toujours cette impression de redondance. Mais j'ai essayé, voilà. Alors je vous disais en début de vidéo, en fait, que le mois de mars a été un peu compliqué niveau lecture, parce que je me suis forcée à lire des livres que je n'avais pas envie de lire. Récemment, le papa de mon chéri m'a prêté des livres et j'étais pas très partante pour les lire, mais je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Et le problème, c'est que j'ai du mal à m'arrêter quand je n'apprécie pas un roman. Je vous ferai certainement une vidéo thématique là-dessus. Mais voilà, j'ai quand même lu le premier parce qu'il était plus court et effectivement le livre de Robert Ludlum, je l'ai abandonné. Mais bref, revenons à Secret volé de Jacques Bernard aux éditions de La Boucle que j'ai lu en entier et qui n'a pas été une expérience formidable. Disons-le, ça a été compliqué à lire parce que déjà, le ton est donné, on a François qui revient dans son village natal pour les obsèques de sa mère, et en fait il s'est jamais entendu avec sa mère, ça fait 20 ans qu'il n'est pas revenu, il s'était fâché avec, et en fait il nous explique qu'elle ne l'a jamais aimé, que son enfance a été très difficile, qu'elle avait un seul copain et qu'il a fini par se disputer avec ce copain. Bref, un poil compliqué, un poil sinistre et très égocentrique. Autocentré. Voilà, on a un héros qui est très très autocentré et qui refuse d'avancer quelque part. Je me suis laissée prendre peut-être à la moitié du livre ou à 100 pages, je ne sais plus, à peu près ça, ouais, à peu près 100 pages, parce qu'en fait on se dit, la maman elle a forcément une raison de l'avoir traité comme ça, donc on va découvrir le fameux secret, qu'est-ce qui plane là-dessus, et en fait c'est un petit peu lié avec le pan de la Deuxième Guerre mondiale, un pan d'histoire, et c'est pour ça, c'est ça qui m'a titillée, je voulais savoir, et en fait je trouve que tout ça fait comme un soufflet, ça monte, puis d'un seul coup je crois que soit on a trop attendu, soit je sais pas, c'est retombé. En fait c'est retombé et j'ai eu juste l'impression de suivre un héros qui faisait que se plaindre. Et la conclusion me paraît un peu rapide en fait, parce que voilà, j'ai juste eu l'impression d'un soufflet, ça monte, puis ça redescend, ça n'a pas pris pour moi. C'est dommage parce que je pense qu'effectivement, il y avait des réflexions intéressantes sur la nature humaine, sur le fait que personne n'est tout blanc ou tout noir, et pour ça c'est vraiment très intéressant, mais sinon, le ton qui était donné pour le héros principal était difficile. Parce que quand on a un personnage qui ne fait que se plaindre, faut s'accrocher. Donc voilà, pour moi, voilà, c'est dommage parce que ça a été laborieux. C'est tout ce que je retiens de cette lecture, c'est que ça a été laborieux. Après ça, je me suis dit que j'avais besoin de quelque chose de plus doux, de plus prenant. Donc j'ai lu le premier tome de Dolce Vita et Nouveau Départ de Ninon Hamé en auto-édition. Donc le premier tome, c'est Rencontre inattendue, et j'ai tellement aimé que j'ai direct enchaîné avec le tome 2, la deuxième partie. L'heure des choix. Je réussis. L'heure des choix. C'était trop bien, je ne m'attendais pas du tout à autant apprécier. Et en fait, on suit 4 amis qui vont passer une semaine, enfin quelques jours à Venise pendant leurs vacances, les dernières vacances avant qu'elles se mettent à travailler toutes les 4 après leurs études supérieures. Donc elles décident voilà, de passer ce moment à Venise dans l'hôtel, dans un des hôtels des parents d'une des filles qui va du coup qui va y travailler après les vacances. Donc elles vont faire des rencontres effectivement inattendues, chacune à leur tour, que ce soit sur Venise ou après quand elles auront commencé à travailler. Et on va les suivre au fur et à mesure des semaines, des mois qui s'écoulent ensuite, pour qu'elles puissent chacune avoir leur histoire d'amour. Et ça va demander effectivement, ça va donner des rencontres inattendues dans le tome 1 et des choix difficiles dans le tome 2, puisqu'on se retrouve aussi avec le Covid, avec tout ce que ça peut impliquer.
Et j'ai franchement, je me suis laissée emporter de A à Z. J'ai beaucoup apprécié ce récit qui était à la fois, on se dit, tu suis pas sûre que ça se passerait comme ça dans la réalité, et en même temps on se dit, peut-être que si. Donc voilà, ça me fait beaucoup sourire parce qu'à la fin du tome 1, en fait, Ninon Hamel précise que ça la fait rire quand les gens disent, ah, c'est pas tout à fait si réaliste que ça, c'est un peu tiré par les cheveux, mais elle prend tout à fait le parti d'avouer qu'effectivement, c'est de la romance, c'est de la fiction. Donc il faut bien rêver un petit peu un moment et puis pousser un petit peu les choses pour qu'elles aillent de l'avant. Et franchement, j'ai terriblement apprécié. J'ai beaucoup apprécié découvrir divers univers professionnels parce que les 4 héroïnes sont chacune dans un milieu professionnel différent. Et les garçons qui arrivent ont aussi un milieu professionnel chacun. Ils ont chacun une personnalité qui lui est propre. Donc vraiment, j'ai aimé et j'ai beaucoup aimé que les fils s'entrecroisent, que les chemins se recroisent. Enfin, bref, si vous pouvez voir à ma manière d'expliquer que c'était vraiment génial et que du coup j'ai emprunté direct un autre livre de Ninon Hamel parce que voilà et que je veux cette 3e partie parce que j'étais naïvement je pensais qu'effectivement on allait finir là-dessus et à la fin j'ai fait non mais en fait c'est une blague, il y a un 3e tome, je veux le 3e tome. Donc voilà, c'était vraiment, mais vraiment je peux que vous le conseiller parce que ça m'a fait vraiment du bien et je me suis émerveillée de tous ces personnages et je me suis laissée embarquer de A à Z. Je crois que j'ai dû lire les 2 tomes et je pense que ça fait je sais pas combien de pages ça fait, je vous mettrai peut-être ici, mais je les ai lus en 3 jours parce que je voulais pas décrocher de ma liseuse. Donc juste un immense merci Ninon Hamel parce elle m'a fait du bien. Et puis voilà, ça m'a réjoui entre 2 lectures qui étaient un peu plus difficiles. Après ça, j'ai commencé, et j'ai vraiment à peine commencé, vous pouvez voir ici, je suis vraiment au tout début. J'ai commencé L'Art de la prière de Xavier Accart, l'édition Emmanuel, les 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, que je vais vraiment lire petit à petit, donc je vous en reparlerai dans les autres vidéos. Mais pour l'instant, en fait, je vais pas dire que c'est un gros succès, parce que vraiment, j'ai lu que le début, mais j'aime beaucoup la manière dont c'est présenté, parce qu'en fait, on a 50 méthodes, et dans chaque méthode, on a un petit passage, enfin, on a 3 pages à peu près, où l'auteur Xavier Accart explique ce que c'est, en quoi ça consiste. Ensuite, on a droit à soit des figures historiques de la chrétienté, en fait, qui ont valorisé ou qui ont utilisé cette méthode de manière préférentielle, peut-être. Et ensuite, on a des témoignages ou des citations, en fait, effectivement, de personnes historiques ou de contemporains qui parlent et pour nous permettent de nous laisser toucher, en fait, par cette méthode-là. Donc, c'est gros, il y en a 50, donc je vais y aller vraiment tranquillement, mais pour l'instant, c'est vraiment je trouve, un très bel outil et une belle lecture pour se laisser rejoindre par la prière. Et maintenant, je vais vous présenter le livre qui m'a sorti de ma panne de lecture, ce qui n'était pas rien. Il s'agit de Alma, tome 1, Le vent se lève de Timothée de Fombelle aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'avais jamais lu Timothée de Fombelle et je m'en mords les doigts, je comprends pas, j'aurais dû en fait, parce que je trouve son style incroyablement clair, incroyablement prenant. Je lis toutes les descriptions avec plaisir, ce qui est rare, parce que souvent je les saute parce que ça m'ennuie. Enfin, c'est généralement c'est que le bouquin me plaît pas, mais voilà, c'est pour vous dire, je me délecte des descriptions et je découvre des personnages hyper intéressants, un travail historique fouillé, et encore une fois, le style, enfin, la narration m'a happée, voilà. Et j'ai découvert une histoire, il va me falloir le tome 2, le tome 3 après, mais c'est une histoire qui parle d'esclavage, qui parle de liberté forcément, et qui parle de tellement de sujets que voilà, on est à la fois dans un récit qui est un peu hypnotique, qui est magique, avec ces personnages qui voguent vers un monde qu'ils ne connaissent pas, puisque en fait on a Alma et son frère qui vivent avec leur grand frère et leurs 2 parents dans une vallée un peu perdue, et en fait le petit frère, l'âme, il me semble que c'est l'âme, va partir en fait à l'aventure, et sa sœur elle veut essayer de le récupérer, ce qui va entraîner leur père dans l'histoire aussi, enfin, et tous les fils s'entrecroisent aussi avec d'autres personnages qu'on va rencontrer après, et c'est génial, c'est génial. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente découverte que j'ai faite là, et je suis tellement contente de l'avoir faite, et j'ai remercié mon mari de m'avoir fait ce bouquin parce qu'il est trop génial, quoi, et parce que j'ai juste envie de découvrir ce qui va se passer. À la fois récit d'aventure avec des héros qui sont hyper forts et un peu magiques aussi. Vraiment, il y a trop de qualificatifs pour cette histoire, mais vraiment ce style m'a charmé de A à Z, vraiment de A à Z. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter pour ce mois de mars,
C'est un livre que j'ai à peine commencé le 31 mars et que j'ai terminé début avril. Donc je vous le montre juste, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo bilan lecture. Il s'agit de La petite vie d'Azélie, née pour le ciel d'Aurélie Guyon, aux éditions Emmanuel. Je n'en dirai pas plus, c'est un témoignage, mais enfin, je dirais juste un truc. Il m'a fait pleurer. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez à quel point cette phrase peut vous choquer, parce que je crois que le nombre de livres qui m'ont fait pleurer, et vous savez que j'en ai un max, ils doivent tenir sur les 2 doigts de la main, si ce n'est pas sur une. Ce livre m'a fait pleurer. Donc je vous en reparle le mois prochain, mais je peux déjà vous dire que c'est un livre qui est bouleversant et ah, trop bien. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des bouquins que je vous ai présentés qui vous ont fait envie, ou pas du tout. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez lu pendant le mois de mars, si vous avez fait de chouettes découvertes, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Et je vous retrouve la semaine prochaine, soit pour un tag que j'aurai moi-même lancé, puisque j'ai envie de faire un espèce de petit tag différent, soit pour effectivement une vidéo à thème sur que faire quand on n'aime pas une lecture qu'on est en train de lire. Est-ce qu'on doit arrêter ou pas? C'est pas du tout un titre définitif, je retravaillerai ça, mais j'ai bien envie de faire une vidéo à thème sur ça. Je vous souhaite dans l'immédiat un excellent week-end et faites de rêves, qu'ils soient en mots ou non.